Madame, monsieur, en piste, c'est parti en effet pour un voyage au sommet qui ne vous laissera pas de glace. Et oui, cette semaine, à l'occasion des vacances d'hiver, nous glisserons tout chousse vers des stations de ski insolites, tant par leur histoire que par leur environnement. Préparez-vous donc à sortir des sentiers battus avec 4 destinations inédites. Et pour ce grand bol d'air, voici nos moniteurs de ski du jour. Laurent Desbonnets, de ski, qui nous attend, lui, en Allemagne, c'est fait. Claude Deschênes, qui nous donne rendez-vous au Canada. Alexia Kefalas, notre correspondante en Grèce. Et enfin, Arnaud Miguet, que l'on rejoindra en Chine. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Alors, pour la toute première étape, nous partons en Allemagne à la découverte d'une station qui fait froid dans le dos, il faut bien le reconnaître. Et pour cause, elle fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, le siège officieux du pouvoir nazi. Bonjour Laurent. Cette station maudite, on peut le dire, attire-t-elle encore les vacanciers malgré son passé effroyable ? Oui, bonjour. Beaucoup de visiteurs, 220 000 rien que l'an dernier. C'est une station de moyenne montagne, 1800 mètres d'altitude, l'idéal pour faire des descentes, pour faire du ski de fond. Bref, une station classique. Sauf que vous allez le voir, il est impossible là-bas de faire abstraction de l'histoire très sombre des lieux. C'est là-bas, en effet, dès 1924 qu'Adolf Hitler passa une bonne partie de son temps. Là-bas qu'il a écrit la deuxième partie de Mein Kampf, par exemple. C'était son deuxième poste de commandement après Berlin pendant la guerre. Un cadre magnifique, mais qui a beaucoup servi à l'époque la propagande nazie. Alors comment développer le tourisme, les loisirs dans un contexte aussi sombre? Quelle est l'ambiance sur place là-bas aujourd'hui? Eh bien regardez, c'est un reportage de Violette Bonnebat et Sébastien Millard. Des montagnes majestueuses, en apparence paisibles, mais où s'est jouée l'une des pages les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. 6 stations de sport d'hiver, 60 km de piste, un bonheur pour les amateurs de glisse. Allez, c'est parti. Dès l'ouverture de la station, ces Autrichiens en profitent. Regardez ce panorama tout autour de nous. C'est magnifique. Mais sur ce domaine skiable, plane encore aujourd'hui l'ombre d'Adolf Hitler. Sous le régime nazi, Berchtesgaden était au cœur du pouvoir du Führer. Ces montagnes, Rudolf Schaop les connaît bien. C'est mon père qui a construit la première remontée mécanique après la guerre. La famille Schaop a été témoin de l'installation d'Hitler à Berchtesgaden. Tout ça, à l'époque, c'était ce qu'on appelait la zone interdite du Führer. Personne n'avait le droit d'y entrer, même pas les gens du coin comme mes parents et les anciens. À la fin des années 1930, Berchtesgaden devient un vaste complexe politique et militaire. C'est ici qu'Adolf Hitler a pris la décision d'envahir la France et l'Union soviétique. Dans son chalet privé, le Berghof, il recevait les chefs d'États étrangers, comme ici le dictateur italien Benito Mussolini. La plupart des bâtiments ont été bombardés à la fin de la guerre. Pour visiter les ruines, il vaut mieux suivre le guide. Tout ce qu'il reste du Berghof, c'est ce mur. Il n'appartenait pas au chalet à proprement dit, c'était un mur de soutènement. Et voilà l'une des photos très célèbres d'Hitler prise ici. Vous voyez le Berghof, la terrasse devant? Cette photo a été prise à peu près là, juste à quelques mètres. Entre deux descentes de piste, une activité très inhabituelle est proposée aux skieurs. Sous le chalet du Berghof, on accède à un immense dédale de galeries, 6 km de bunkers construits pour protéger Hitler des bombardements alliés. Ici, c'est la cage d'escalier privée qui menait au Berghof. Et on peut voir encore les poutres d'acier de l'ascenseur. Depuis leur ouverture au public il y a 20 ans, ces bunkers ont accueilli près de 3 millions de visiteurs. J'ai connu la guerre, enfant. C'est très intéressant pour moi de voir tout ce qui s'est passé ici. Je trouve ça dur et terrible d'être confronté directement à ce passé. Accueillir des touristes sur un haut lieu de la dictature nazie, mélanger loisirs et travail de mémoire, la démarche est controversée. Mais à Berchtesgaden,
on se défend de vouloir faire du passé nazi une attraction. Je ne crois pas qu'on banalise la chose. Nous travaillons avec des historiens, cela fait partie de notre passé. Et nous devons en tirer les leçons. Malgré la vigilance des autorités, quelques néo-nazis continuent de venir tous les ans à Berchtesgaden pour rendre hommage à Hitler. Ouais, Laurent, c'est un peu joué quand même avec le feu de développer le tourisme à cet endroit, non ? Oui, c'est ce que beaucoup dénoncent. Vous l'avez vu à la fin du sujet. On aperçoit parfois des croix gammées tracées sur les arbres. Il y a aussi dans la ville un hôtel réputé proche des néo-nazis et qui attire pas mal de monde. Et puis ce qui choque aussi, c'est que la visite de certains endroits, par exemple les bunkers qu'on a vus dans le sujet, cette visite est payante, 3 €. Certains disent qu'on se fait donc de l'argent grâce à cette histoire très, très sombre. Et puis il y a un phénomène nouveau, inquiétant depuis quelques années. On voit arriver dans cet endroit des bus entiers venus de Hongrie ou de République tchèque, des pays où l'extrême droite est très puissante. On ne sait pas vraiment ce qu'ils viennent faire ici, mais pour certains, c'est clairement du tourisme néo-nazi. Alors dites-nous pourquoi les autorités laissent-elles faire ? Et là, c'est pas nouveau. Dès l'après-guerre, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont encouragé les habitants de la région à développer ces stations de ski. À l'époque, il y avait plusieurs régiments de GIs stationnés dans ce secteur et ils voulaient pouvoir faire du ski. L'autre avantage là-bas, c'est qu'il y a des infrastructures importantes, une large route, une énorme gare construite par les nazis. C'est pratique pour accueillir les touristes. Et puis de toute façon, à Berchtesgaden, à part le tourisme, il n'y a pas vraiment d'activité économique. Alors pas question de fermer la station, mais les autorités allemandes rappellent qu'elles sont intransigeantes. Le moindre acte, symbole ou toute démonstration néo-nazie est très sévèrement puni, jusqu'à 3 ans de prison. Bon tact. Merci beaucoup, Laurent. Allez, pour la suite de ce hors-piste direction le Canada et ses paysages à faire pâlir d'envie la Reine des Neiges. Bonjour Claude. Ce pays est un merveilleux terrain de jeu pour tous les amateurs de ski sans exception. À quelle époque ce sport est-il apparu et qui l'a démocratisé ? Bonjour Laurent, oui, c'est un très beau lieu pour faire du ski et ça a commencé il y a 140 ans. Le premier skieur observé est un Montréalais d'origine norvégienne, un dénommé Birch, qui a fait la distance Montréal-Québec en ski, des skis de 3 mètres de long et un bâton. Alors, on ne peut pas dire qu'il a parti une mode immédiatement. Il faut attendre à peu près l'année 1904 pour la création du premier club de ski montréalais, le Montreal Ski Club. Et dans les années 20, les sports particulièrement populaires, c'était évidemment le ski nordique et aussi le saut à ski sur le Mont-Royal, qui est une montagne à 233 mètres à peu près. Et ça faisait l'affaire à l'époque. C'est vraiment dans les années 30 qu'on a commencé à voir l'essor du ski alpin de façon proprement dite. Oui, c'est ça, Claude. J'imagine qu'on a quand même vite cherché des montagnes un peu plus hautes que le Mont-Royal pour faire du ski alpin. Oui, effectivement, et on est allé vers le nord de Montréal, dans les Laurentides, qui offrent beaucoup de sommets. Et en 1932, il y a des kamikazes qui décident de faire une réplique de la fameuse course Alberg-Kandar en Suisse sur une montagne, le Mont-Royal, qui est alors vraiment très sauvage. Et dans le groupe, il y a un investisseur américain qui trouve le paysage tellement beau qu'il dit « Je fais ici, dans les prochaines années, un centre de ski ». Déjà en 1939, il y a une première chaise qui est inauguré. Et depuis 80 ans, le Mont-Tremblant ne cesse de progresser. C'est un centre de ski qui attire beaucoup de touristes et qui nous a donné de nombreux champions de ski, notamment Éric Gay, que j'ai rencontré lors de notre tournage par -25. Voici mon reportage, préparé avec Carl Boulanger et François Laflamme. À 2 heures de route de Montréal, le Mont-Tremblant est la plus haute montagne des Laurentides. 875 mètres d'altitude, 645 de dénivelé. Lieu sauvage il y a 80 ans, le centre de ski se déploie aujourd'hui sur les 4 versants de la montagne. Un domaine skiable d'une superficie de 305 hectares, avec des remontées qui ont une capacité de 28 000 skieurs à l'heure. La station compte 102 pistes, dont la Éric Gay, du nom du skieur alpin canadien le plus décoré. Moi, j'ai grandi en ski ici, donc j'ai mis mes skis pour la première fois vers l'âge de 18 mois avec ma mère. Ma mère qui est monitrice ici à Tremblant, puis continue à enseigner. Pour ce détenteur de 25 podiums en Coupe du Monde,
Tremblant a été une bonne école. Je viens d'ici, puis j'ai pu compétitionner avec les meilleurs au monde. Puis j'avais tout ce qu'il fallait ici au Québec. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a des belles montagnes en haut qui sont quand même assez abruptes, à pic. Section bas qui est un peu plus facile. Mais ça te prend des deux pour bien s'entraîner. Également, bien sûr, au Québec, on est connu pour une belle neige dure. Et c'est sûr que sur le circuit blanc, on aime bien ça dur. Journaliste de ski depuis 50 ans, Guy Thibodeau a été témoin de la transformation du Mont-Tremblant. C'est pas un petit centre de ski ici, c'est un resort avec un village complet au bas de la montagne. Parce qu'il y a beaucoup de pistes agréables à skier ici. On peut skier sur des pistes intermédiaires toute la journée sans répéter la même piste. Les gens vont rechercher de plus en plus des pistes qui sont bien damées, qui sont suffisamment larges, qui ont pas trop de bosses, pas trop de glace non plus. Alors, c'est un des attraits, je pense, du Mont-Tremblant. Autre atout, la neige. Il y en a en quantité, de novembre à avril. La station fait ce qu'il faut pour ne pas être à la merci des changements climatiques. L'enneigement est un enjeu pour l'industrie, évidemment. C'est pour ça que d'année en année, on investit dans l'équipement pour assurer, dans le fond, une capacité d'enneigement. Aujourd'hui, on est rendu à une flotte d'environ 1200 canons à neige. Et ça nous permet d'enneiger plus de la moitié du domaine skiable ici. Il reste qu'il peut faire souvent très froid sur la montagne. Le froid, c'est quelque chose qu'on s'habitue, mais aussi on peut se préparer pour. D'ailleurs, c'est la raison que j'ai mes foulards. Il ne faut pas avoir la peau exposée parce que bien sûr, on peut se la geler. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est des couvre-mitaines. Donc, si je mets 2 fois mes mitaines, ça me donne chaud aux mains. Puis une fois qu'on a chaud, écoute, le moins 25, ça ne me dérange pas. Pour combattre l'idée du froid, on mise sur le marketing. Notre culture québécoise ressort, évidemment. On est typiquement québécois, donc la chaleur humaine, les gens recherchent ce contact-là. Ça fait partie de nous et de Tremblant. Le taux de change favorise aussi les touristes. Si on regarde le dollar canadien face à l'euro ou face au dollar américain, c'est vraiment toute une aubaine de venir ici si vous pouvez payer avec vos dollars américains ou vos euros. En tout cas, le skieur le plus heureux à Tremblant cette année, c'est certainement Éric Guay. L'athlète de 37 ans n'a aucun regret d'avoir pris sa retraite en novembre dernier. C'était pas trop froid? Je pense que j'ai pas réalisé à quel point que ça me manquait d'être à la maison, faire du ski avec ma famille, avec les enfants. Pour moi, c'est vraiment un joie incroyable. Wow, magnifique station. Dites-moi, Claude, est-ce que le Mont-Tremblant accueille des compétitions internationales? Bien, évidemment, avec le dénivelé dont on a parlé, il n'y a pas de compétition de Super G ou de descente ici. Il y a quand même eu une Coupe féminine en 1982. Et puis, il y a 2 semaines, on accueillait la Coupe du monde de ski acrobatique. Et Michael Kingsbury, le champion du monde, qui vient des Laurentides, a gagné devant les siens une médaille d'or, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que Tremblant, c'est un centre qui est ouvert à l'année et qui est aussi occupé l'été que l'hiver. Il y a, par exemple, en été, un triathlon important, le Ironman, au mois d'août, et aussi des activités culturelles. Un très réputé festival de blues se tient sur les montagnes au mois de juillet. Pour revenir, en terminant au Mont-Royal, on n'y fait pas de ski depuis 40 ans ici, au centre de Montréal, mais on peut faire du ski de fond, on peut faire de la raquette. D'ailleurs, j'ai les miennes, je m'en vais en faire. On peut faire aussi du patin en écoutant de la musique en français. Alors, vous êtes bienvenus. Merci et bon tennis, puisque vous avez chaussé les raquettes. Au revoir, Claude, et merci beaucoup. À très vite, évidemment. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livage. On le sait, les vacances au sport d'hiver représentent un certain budget. Julia, bonjour d'ailleurs. Et de plus en plus de skieurs surfent, c'est le cas de le dire, bien sûr, vous ne m'en voudrez pas, sur le web, pour louer leur matériel à moindre coût. Exactement, on réserve ses skis, ses chaussures, son matériel à distance en quelques clics. C'est devenu extrêmement courant, c'est plus pratique, c'est économique, à condition de ne pas se montrer trop exigeant. Alors comment ça marche? Les points positifs, les points négatifs, on fait son marché. En ligne, on choisit la station, le magasin le plus proche de son lieu de séjour, son matériel de glisse évidemment sur Internet. On va économiser à coup sûr entre 20 et 50% en louant son matériel sur Internet. On évite l'attente, on évite les bousculades à l'arrivée.
qualité, mais le parc de location, évidemment, il est plus restreint sur Internet parce que l'offre sur le web, elle correspond à la plus forte demande. Si vous voulez du matériel précis, vous ne trouverez pas. Mauvais point également du côté des enfants. Très peu de choix, peu de matériel, peu de taille également sur les locations en ligne. Les petits plus, cependant, eh bien, on va trouver des conseils de pros, des assurances et aussi des recettes de reblochon, par exemple, indispensables. Ah, c'est pas bête, ça. Et après la location de ski et de reblochon d'appareils à raclette, place à la pratique sur Internet. Julia, on trouve des images quand même à couper le souffle. Évidemment, Internet, c'est une profusion de belles images, des exploits hallucinants, des spécialistes de la glisse, des riders et autres passionnés qu'il faut suivre pour découvrir des images aussi effrayantes que sublimes. À l'image de celle-ci, des pros, Aurélien Ducrot et Romain Grosjean, ont créé une web-série qui s'appelle Go Explore pour faire découvrir au grand public des lieux méconnus, sauvages, pour faire des trips, des rides incroyables. Là, on est en Roumanie, près de Balea Lake. C'est complètement dingue. Autre chose, la star des réseaux sociaux, pour le coup, c'est vraiment lui. Il s'appelle Candide Tovex. Alors, il n'apprécie pas uniquement la neige, vous allez le voir. Il skie absolument surtout. Chaque nouvelle vidéo de cette légende française est un événement sur les réseaux sociaux. Cette pépite-là, il surfe sur des spots, des monuments du monde entier, de l'eau, du sable, de la terre. C'est absolument génial. Ah non, on a des vrais champions pour ça en France. Et voilà. Merci beaucoup, merci énormément, ne serait-ce que pour ces images et ces bons conseils, Julia. Allez, pour la prochaine glissade, nous partons en Grèce. Eh oui, figurez-vous que le pays fait aussi le bonheur des skieurs. Bonjour Alexia. Alors, changement de décor. Ce matin, le bleu azur se transforme en paradis blanc. Nous partons à l'ascension d'une station bénie des dieux, bien sûr. Oui, bonjour Laurent. Eh bien, cette fois, j'ai décidé de vous surprendre et de vous faire découvrir le mont Parnasse, ou Parnassos en grec, qui n'est pas sans lien avec le quartier du Montparnasse à Paris. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une montagne divine qui était idolâtrée dans l'Antiquité. Pourquoi ? Eh bien, parce que non seulement elle surplombe le site archéologique de Delphes, mais c'était surtout l'une des résidences du dieu Apollon ou encore des 9 muses. Homère la cite aussi dans l'Odyssée, puisque c'est sur cette montagne que Ulysse, dans sa jeunesse, aurait été blessé par un sanglier. Une montagne divine donc, mais surtout très prisée des Grecs aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, c'est pas tant pour ses pistes, mais c'est surtout pour son ambiance, tant justement au sommet que dans le village en contrebas qui s'appelle Arachova. Et c'est cette direction que nous allons prendre maintenant. Laurent, je vous emmène, prenez un petit café, on y va dans ce reportage réalisé avec Charis Katsiyanis. Il est 6h du matin et comme tous les jeudis, Alexandre prend ses skis direction la montagne la plus proche d'Athènes. Un peu plus d'1 heure plus tard, le voilà au mont Parnasse, le Parnassos, et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, c'est une jolie journée, plein de soleil, avec beaucoup de neige. On avait une grande chute de neige avant 3 jours. Maintenant, la neige est un peu plus dure dans les pistes. Cette montagne mythique dispose d'une station de ski dont le point le plus haut culmine à 2250 mètres d'altitude. Les 19 pistes, surtout bleues et rouges, sont des plus attirantes pour les familles et les adeptes de grandes descentes, mais pas trop compliquées. L'ambiance est donc très chaleureuse malgré la neige. On se rend de l'autre côté, où l'on peut faire du hors-piste. La neige est fraîche et le paysage idyllique. Ça vaut le coup d'y aller. Au vu de son emplacement unique, cette station de ski est très prisée par les Grecs. Elle est même parfois victime de son succès. Il n'y a quasiment aucun danger d'avalanche ici, alors c'est recherché. En plus, nous avons beaucoup de neige, parce que la montagne du Parnasse est située entre 2 mers. Il y a donc beaucoup d'humidité, et la neige tient bien. Résultat, en haut des pistes, les skieurs sont vite happés. Et ça qu'on peut faire pendant le temps du mars, on peut aller se baigner. Alors c'est bien, on prend le maillot de bain avec nous et on va se baigner. Mon frère, il est venu. Bonjour, bonjour. Et après, aller manger le poisson à la mer. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai encore un peu de force. Même si je suis épuisé, je vais là à Arachova pour grignoter un petit bout
Venez. Et au-delà du ski, les visiteurs se laissent facilement charmer par le village d'Arachova sur le flanc du Montparnasse. L'ambiance rappelle la folie douce des îles grecques pendant l'été, à tel point que les Grecs surnomment Arachova le Mykonos de l'hiver. À 17h, le rituel d'Alexandre est donc de se restaurer dans ce village atypique. C'est l'heure pour l'après-ski. Allez, on y va. Comme pour conjurer la fatigue des pistes, les Grecs mangent, dansent, chantent toute la journée jusqu'au petit matin. Difficile de ne pas se laisser emporter par la fête. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, Alexandre est vite rappelé à la réalité. Alors autant prendre des forces avant de repartir. Demain matin, il y a du travail. On doit partir. Merci beaucoup, Alexia, et à très bientôt, évidemment. Allez, retour chez nous à présent pour faire un état des lieux des stations de ski françaises. Voici, non pas Jean-Claude Duss, mais Grégoire Tournon, qui en connaît un rayon, à commencer par le nombre de stations de ski dans le pays. Alors, pour les amateurs de glisse et autres activités hivernales, il y a de quoi faire. Déjà, 23% du territoire français est en zone montagne et vous avez 350 stations de ski réparties sur tous nos massifs, pour tous les prix, pour tous les goûts. Et la France possède 20 des plus grands domaines dans le top 100 mondial. Et dans ce top 100 mondial, alors les États-Unis en ont 28, les Autrichiens en ont 17, et les deux plus grands domaines au monde sont en Savoie, ils sont chez nous. C'est les Trois-Vallées et Paradis Ski, des domaines gigantesques. Alors, il faut savoir quand même, il y a une étude allemande qui dit que certaines stations exagèrent un petit peu. Voilà. On s'en doute. Ils augmentent un peu la taille des pistes. Sur les 56 plus grands domaines hexagonaux, près de la moitié disent que le kilométrage est un peu plus grand. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes au premier rang mondial en ce qui concerne le nombre de remontées mécaniques, 3600, qui transportent chaque heure près de 4 millions de passagers. Et même s'il a tendance à disparaître, le bon vieux téléski représente 58% du parc actuel. Ce téléski à perche débrayable qui a été inventé en 1930 par Jean Pomagalski, aidé par Pierre Montaz. Oui, bien sûr. Et depuis quand est-ce qu'on s'adonne aux joies du sport d'hiver en France, et plus particulièrement aux joies du ski? Alors, la France est arrivée tard. Pour le ski, déjà, on skierait depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des traces en Scandinavie, en Sibérie, dans les Pays-Bas. Alors chez nous, c'est fin 19e siècle et on va saluer les pionniers comme un certain Henri Duhamel, dauphinois d'adoption, qui, en 1878, lors de l'exposition universelle de Paris, a déniché une longue et étroite paire de planchettes de bois au pavillon scandinave. Il a été le premier à s'essayer au ski sur la neige de Champs-Rousse. En 1900, sous l'impulsion d'un certain François Clerc, capitaine de l'armée, l'armée justement, et d'autres garçons, l'armée met en place le ski pour défendre nos frontières, la frontière franco-italienne, et le ministère de la Guerre, 4 ans plus tard, crée la première école de ski. Donc voilà, c'est quand même, il y a des vrais pionniers fin 19e siècle. Il y en a un autre, on va le citer, c'est le docteur Payot, il est du côté de Chamonix, lui, 1898. Il allait voir ses malades à ski pour être un peu plus rapide. Et à quelle époque est apparu le concept, à proprement parler, le concept de station? Alors, les années 20, 1921, le baron de Rothschild élabore les plans de la future station de Megève, autour du village existant. Et en 1934, on inaugure le premier téléphérique exclusivement, le téléphérique de Rochebrune, exclusivement dédié aux skieurs. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a Courchevel 1850 qui sort de terre. Et là, c'est une station qui est conçue autour d'un futur domaine, un domaine de ski qui reste encore à définir. 1960, allez, 60-70, là, les stations poussent comme des champignons, des stations dites intégrées. Il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit fonctionnel. L'urbanisme est ski au pied, l'architecture est avant-gardiste. On pense aux stations de Flaine, d'Avoria, de La Plagne. On fait appel à des architectes de renom comme Charlotte Perriand qui a travaillé, c'est la disciple de Corbusier, pour les arcs en Savoie. Alors pour les stations de 4e génération, et jusqu'à aujourd'hui, on est beaucoup plus raisonnable. Aux grandes barres et paquebots des neiges, on préfère le charme des villages à l'ancienne. Bon, une dernière question, Greg. Nos belles stations françaises, elles ont plutôt la cote, non, auprès des touristes? Ça marche pas mal. Ouais. Alors déjà, pour les touristes français, 10 millions de touristes en hiver, 7 à 8 millions qui pratiqueraient les sports de glisse. Pourquoi ils sont un peu moins nombreux? Parce qu'il n'y a pas que les sports de glisse, il y a aussi le chien de traîneau, la marche, la raquette. Et nous ne sommes pas les seuls à profiter de nos stations et de nos pentes enneigées. Vous retrouvez sur le podium des étrangers, il y a les Anglais, il y a les Belges, il y a les Néerlandais. En fait, un skieur sur 4 est d'origine étrangère. Et l'an dernier, 54 millions de journées skieurs ont été vendues. Nous sommes 2e. Devant, il y a l'Autriche. Derrière nous, il y a les États-Unis. Et il faut savoir que 120 000 emplois, plus de 120 000 emplois dépendent de l'ouverture de ces stations qui sont encore ouvertes pour un bon bout de temps jusqu'en mai.
Joli chiffre. Merci beaucoup. Belle documentation. Merci, Greg. Allez, pour le tout dernier planté de bâton, cap sur la Chine, qui se prépare lentement, mais sûrement aux Jeux Olympiques de 2022. Bonjour Arnaud. L'Empire du Milieu a quelques lacunes, je crois, en matière de glisse, mais j'imagine qu'il tente d'y remédier. Oui, bonjour Laurent. Les Chinois se sont lancés dans le ski et les sports de glisse. Tout chousse, il faut dire qu'il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, dans la Chine communiste, le ski était considéré comme un sport bourgeois. Mais les choses changent avec l'émergence de la classe moyenne et avec la préparation, vous l'avez dit, de ces JO 2022. Le ski est devenu tendance. La Chine a le deuxième domaine skiable au monde. Aujourd'hui, tenez-vous bien par rapport à ce que vous disait Greg en France, 742 stations de ski. En Chine, 39 stations uniquement cette année sont sorties de la montagne. Alors il y a station et station. Ce sont les grandes vacances ici en Chine. C'est la fête du printemps, il n'y paraît pas. Il fait à peu près -8 et en ressenti, c'est beaucoup moins, croyez-moi. Mais comment s'appelle-t-il ? Angélique Forget, Antoine Védéier et Thomas Blanc sont allés braver le froid. Ils sont allés à peu près 1 heure d'ici à une station de ski. Alors ce n'est pas Megève, ce n'est pas Courchevel ou les Deux Alpes, mais on s'y amuse bien quand même. Regardez. Première descente et première chute pour ces Chinois qui font leur début sur des skis. J'en peux plus. J'arrête. J'en ai marre de tomber. Je pensais que je réussirais à skier, mais dès que je bouge, j'ai l'impression de ne plus être moi-même. J'ai perdu mes bâtons. Où sont mes bâtons ? Les Chinois découvrent à peine les joies de la glisse. En cette semaine de vacances, ils sont 1000 environ tous les jours à descendre les pistes de cette station située à 1 heure de Pékin. J'ai vu sur Internet que mes amis postaient des photos de stations de ski un peu partout, y compris au Japon. J'ai trouvé ça amusant, donc j'ai eu envie d'essayer. En Chine, le ski se développe à toute vitesse. Le pays compte aujourd'hui plus de 700 stations, dont certaines, comme celle-ci, construites à flanc de colline. 4 pistes à peine, 3 tapis roulants, une seule remontée mécanique. Et dans ce décor, la combinaison rouge d'un moniteur français. C'est quand même une ambiance bien particulière, comme on peut le voir. On n'a pas les mêmes montagnes que chez nous. On est un peu au milieu de la plaine, pas très loin des centres-villes. On n'est pas du tout sur le même type d'ambiance, neige artificielle uniquement. Il n'a pas neigé de l'hiver ici. À 8000 km de sa station des Alpes, Antoine Bosser, 31 ans, est venu former une vingtaine de moniteurs chinois. We're gonna do some training on night session if you want. Car la Chine se met au ski, mais manque d'expertise en matière de formation. Alors elle se tourne vers le savoir-faire français. La principale mission de l'ESF, c'est surtout d'arriver à uniformiser un enseignement comme on le connaît en France. L'enseignement en France a fait ses preuves. On a vraiment une place à prendre en termes d'enseignement en Chine. Pendant 3 mois, il supervise les leçons dispensées par les moniteurs chinois. Mettez vos chasse-neige et resserrez les skis après le virage. Ramenez les skis. Kang Chonggai, 23 ans, enseigne ce matin à une mère et ses 2 petites filles. Avant l'arrivée du moniteur français dans la station, lui-même n'avait jamais pris de cours de ski de sa vie. Alors aujourd'hui, il se réjouit de pouvoir travailler aux côtés d'un professionnel. On n'a pas le même concept de pédagogie en Chine et en France. Auprès de lui, j'ai appris comment détendre les clients, comment rendre les corps collectifs plus amusants. Mais j'ai aussi beaucoup amélioré ma propre façon de skier. Professionnaliser les moniteurs et faire de la Chine un grand pays de ski, c'est l'objectif des autorités de Pékin. Elles comptent notamment sur les Jeux olympiques d'hiver organisés dans la capitale en 2022 pour convertir définitivement les Chinois au sport d'hiver. Les JO vont avoir un impact, pas forcément de suite, mais en tout cas dans les années à venir, oui, d'ici 10-15 ans, il y a de fortes chances pour qu'il y ait bien plus de skieurs. En attendant, le business des sports d'hiver est déjà en pleine croissance. Le marché représentait l'hiver dernier plus de 50 milliards d'euros. Arnaud, si j'ai bien compris, la Chine essaye de s'imposer un peu comme le nouvel Eldorado de l'or blanc, non ?
Avec cet engouement, sans aucun doute, on parle d'1 millier de stations d'ici 2022 et 300 millions d'adeptes de sports d'hiver. C'est 4 fois la population française. Alors c'est un Eldorado pour les stations, pour les entreprises aussi qui tournent autour. Vous l'avez vu dans le reportage, 80% des Chinois sont débutants en ski. Il faut former des moniteurs et l'école du ski français est plutôt bien placée. Des entreprises de téléphériques ont remporté des méga contrats, des entreprises françaises. Ouais. La dernière a remporté un contrat de 200 millions d'euros. Alors il y a des Français qui font des canons à neige, des Français qui construisent des hôtels. Bref, c'est un Eldorado, c'est une page blanche comme neige qui est encore à écrire. Il y a beaucoup de marchés à remporter. Dernière question, Arnaud. La Chine est quasi prête pour les JO. Les moyens déployés sont colossaux, j'imagine. Elle le sera forcément et elle déploie les moyens. L'avantage en Chine, c'est quand le chef, quand le parti, quand le président Xi Jinping décide de quelque chose, eh bien tout simplement, tout le monde s'exécute. Alors il y a les stations, il y a les infrastructures. Il y a une station qui n'est pas très loin d'ici, mais qui est quand même à 180 km. Dans une région pauvre, on construit un TGV pour y arriver en moins de 50 minutes. La Chine a promis d'organiser des Jeux Olympiques d'hiver. Ce sera donc en 2022, exemplaire d'excellents, je cite, Jeux Olympiques. C'est le mot du président. Gageons qu'elle y arrivera. En revanche, la Chine a aussi promis de remporter une moisson de médailles. Et bien pour ça, on verra bien. Ouais, témoignage étonnant. Merci beaucoup.